bienvenue sur Destins extraordinaires. Ici, nous racontons avec précision la vie de femmes et d'hommes qui ont marqué leur époque, parfois glorieusement, parfois tragiquement, et quelquefois sans même mesurer l'empreinte qu'ils laisseraient dans l'histoire. Chaque épisode est construit comme un récit documentaire long et détaillé. Nous distinguons les faits établis, les témoignages, les hypothèses et les légendes, sans inventer ce que les archives ne permettent pas d'affirmer. Vous pouvez suivre cette histoire comme un documentaire illustré, ou simplement l'écouter comme un podcast. Les images et les animations accompagnent le récit, mais l'essentiel se trouve dans la narration. Installez-vous confortablement. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire d'Amelia Earhart, aviatrice américaine et pionnière de l'aviation, devenue célèbre pour ses records avant de disparaître mystérieusement au-dessus du Pacifique en 1937. Voici son histoire. Prologue. La dernière ligne. Le 2 juillet 1937, dans le Pacifique central, un navire de la garde côtière américaine attend un avion qui n'arrive pas. Le bâtiment s'appelle l'Itasca. Il est stationné près de Hollande, une île si petite qu'elle ressemble, sur une carte du monde, à une faute d'impression. À peine 2,5 km de terre basse, moins d'1 kilomètre de large et presque sans relief, au milieu de millions de kilomètres carrés d'océan. À bord de l'avion se trouvent Amelia Earhart et Fred Noonan. Elle est l'une des aviatrices les plus célèbres de son époque. Lui est un navigateur expérimenté, ancien spécialiste des routes transpacifiques de Pan American Airways. Ensemble, ils ont déjà parcouru environ 35 000 km. Leur tour du monde n'est pas terminé, mais le plus difficile paraît presque derrière eux. Il leur reste pourtant une étape décisive, rejoindre Hollande depuis l'AE, en Nouvelle-Guinée, après un vol d'environ 4100 km au-dessus de l'eau. À partir de 2h45, heure locale de Hollande, les opérateurs de l'Itasca reçoivent des messages intermittents. La voix d'Earhart se rapproche. La puissance du signal augmente. À 7h58, la réception est très forte. Elle indique qu'il cherche l'île et que le carburant diminue. À 8h43, un dernier message est noté, l'avion suit une ligne de position et vole vers le nord puis vers le sud. Après cela, le silence. Ces éléments sont documentés. Les journaux radio existent. Les rapports de recherche existent. Les cartes, les télégrammes et les dossiers militaires existent. Ce qui n'existe pas, c'est la preuve finale, aucune épave identifiée avec certitude, aucun corps, aucun message indiscutable après la dernière transmission reçue par l'Itasca. Le mystère a produit des dizaines de théories. Certaines sont raisonnables, d'autres fragiles, quelques-unes franchement extravagantes. Earhart aurait manqué Hollande et serait tombée en mer. Elle aurait atterri sur l'atoll de Nikumaroro et survécu quelque temps. Elle aurait été capturée par les Japonais. Elle aurait mené une mission secrète. Elle aurait même, selon une histoire tardive, changé d'identité et vécu discrètement aux États-Unis. Plus une disparition reste sans réponse, plus l'imagination se charge de remplir l'espace laissé par l'épreuve. Mais réduire Amelia Earhart à sa disparition serait une erreur. Avant le mystère, il y a une enfance instable, une vocation tardive, des records authentiques, une carrière médiatique soigneusement construite, une défense constante de l'autonomie des femmes, des décisions techniques discutables et une ambition hors norme. Alors, qui était-elle réellement? Qu'a-t-elle accompli? Comment son dernier vol a-t-il été préparé? Que disent réellement les journaux radio, les rapports de recherche et les archives conservées? Et surtout, que peut-on affirmer sans transformer une hypothèse en vérité? Pour répondre, il faut commencer bien avant Hollande, bien avant le Lockheed Electra et bien avant le dernier message radio. Chapitre 1. Une enfance entre liberté et instabilité. Amelia Mary Earhart naît le 24 juillet 1897 à Atchison, dans le Kansas. Son enfance est souvent racontée comme celle d'un garçon manqué qui grimpe aux arbres, glisse sur des pentes et refuse les limites imposées aux filles. Plusieurs de ces anecdotes viennent de récits familiaux et de souvenirs ultérieurs. Elles ne sont pas nécessairement fausses, mais elles ont été répétées si souvent qu'elles composent presque un personnage avant même que l'adulte n'apparaisse. Le contexte familial est plus important que la légende. Son père, Edwin Earhart, travaille dans le droit et les chemins de fer, mais souffre d'alcoolisme. Les revenus et les lieux de résidence varient. Amelia et sa sœur Muriel passent une partie de leur enfance auprès de leurs grands-parents maternels.
La famille déménage à plusieurs reprises, notamment vers Des Moines, Saint-Paul et Chicago. Cette instabilité laisse des traces difficiles à mesurer, mais elle fournit un cadre. L'indépendance d'Amelia ne naît pas dans une maison parfaitement ordonnée. Elle termine ses études secondaires à Chicago en 1915. Elle fréquente ensuite l'Ogontz School, près de Philadelphie, établissement destiné aux jeunes femmes de milieux favorisés. Elle ne termine pas le cursus. Pendant la Première Guerre mondiale, elle rejoint le Canada et travaille comme aide-soignante auprès de militaires blessés. L'expérience n'en fait pas une infirmière diplômée, comme certains résumés l'ont parfois laissé croire, mais elle la place directement face aux conséquences d'une guerre moderne. Après l'armistice, Ira revient aux États-Unis et suit un temps des études de médecine à Columbia University. Elle abandonne. Ce détail mérite d'être retenu, sa trajectoire n'est pas celle d'une vocation parfaitement claire qui se serait déroulée sans hésitation. Avant l'aviation, elle cherche sa voie. Elle étudie, travaille, change de projet et tente aussi d'aider ses parents dont le couple reste fragile. À cette époque, l'aviation elle-même est encore jeune. Les appareils sont bruyants, exposés au vent, souvent peu fiables. Les accidents sont fréquents. Le prestige des pilotes s'accompagne d'une réalité mécanique brutale. Ira voit un avion pour la première fois lorsqu'elle est enfant, mais l'événement ne semble pas l'avoir bouleversée. La révélation vient plus tard. En décembre 1920, à Long Beach, en Californie, elle effectue un vol avec Frank Hawks. Selon son propre récit, quelques centaines de pieds suffisent à lui faire comprendre qu'elle veut apprendre. La phrase est devenue célèbre, mais elle provient d'une reconstruction autobiographique. Le fait solide est simple, au début de l'année 1921, Amelia Earhart commence à prendre des cours de pilotage. Son instructrice, Anita Netta Snook, est elle-même une pionnière. Le choix n'est pas anodin. Une femme apprend à une autre femme à maîtriser une machine encore perçue comme un territoire masculin. Earhart travaille pour financer ses leçons. Elle coupe ses cheveux, adopte des vêtements pratiques et achète un petit Kinner-Erster jaune qu'elle surnomme le Canari. En 1922, elle atteint environ 14 000 pieds et revendique un record féminin d'altitude. L'homologation exacte de ce record est moins simple que les biographies populaires ne le suggèrent, car les procédures et les catégories varient. Mais l'événement montre qu'elle ne se contente plus d'apprendre, elle cherche déjà à inscrire son nom dans les performances mesurables. En 1923, elle obtient une licence reconnue par la Fédération aéronautique internationale par l'intermédiaire de la National Aeronautic Association. Elle fait partie du très petit nombre de femmes américaines officiellement brevetées. Pourtant, l'aviation ne lui assure pas encore une carrière stable. Les difficultés financières de sa famille l'obligent à vendre son avion. Elle travaille ensuite comme enseignante, assistante, photographe puis travailleuse sociale à Denison House, à Boston, auprès de familles immigrées. Cette période est parfois traitée comme une parenthèse avant la célébrité. Elle ne l'est pas. Earhart y développe une activité publique, organise, parle, écrit et s'insère dans les réseaux de l'aviation de la côte Est. Elle devient vice-présidente de la section de Boston de la National Aeronautic Association. Elle n'est pas encore mondialement connue, mais elle est déjà visible dans un milieu où les femmes restent rares. En 1928, un appel téléphonique va transformer cette visibilité en célébrité internationale. Chapitre 2. 1928, première femme au-dessus de l'Atlantique. Au printemps 1928, l'Atlantique est devenu un théâtre de records. Charles Lindbergh a relié New York à Paris l'année précédente. D'autres tentatives se multiplient, souvent au prix de vies humaines. Aucun équipage n'a encore emmené une femme à travers l'océan par les airs. Le projet n'est pas conçu par Amelia Earhart. Il est organisé par des hommes d'affaires et des promoteurs, parmi lesquels l'éditeur George Palmer Putnam. Il cherche une femme américaine capable d'incarner l'expédition, suffisamment expérimentée pour être crédible, suffisamment présentable pour la presse et, détail révélateur de l'époque, ressemblant assez à Lindbergh pour être immédiatement identifiable par le public. Ira reçoit l'appel de Hilton Rayleigh alors qu'elle travaille à Denison House. Après des entretiens, elle est choisie pour rejoindre le pilote Wilmer Stultz et le mécanicien Louis Gordon. Leur appareil est un Fokker F.7 nommé Friendship. Le 17 juin 1928, il décolle de Trepassey, à Terre-Neuve. Environ 20h40 plus tard, ils arrivent au pays de Galles. Earhart devient la première femme à traverser l'Atlantique en avion.
Mais elle ne pilote pas l'appareil pendant la traversée. Elle le reconnaît sans détour. Dans ses propres récits, elle insiste sur le rôle de Stultz et de Gordon et refuse de présenter sa présence comme un exploit équivalent au leur. Cette honnêteté initiale est importante, car la machine médiatique va rapidement simplifier l'histoire. À leur retour, les 3 membres de l'équipage sont reçus en héros. New York organise une parade. Le président Calvin Coolidge les accueille à la Maison-Blanche. Les photographes s'intéressent particulièrement à Girard. Son visage, sa silhouette mince, ses cheveux courts et sa ressemblance supposée avec Lindbergh deviennent des éléments de communication. George Putnam comprend la puissance du personnage. Il aide à organiser les conférences, les contrats, les publications et les apparitions publiques. Girard publie un livre, 20 HRS, 40 minutes, qui raconte le vol et les semaines de préparation. Elle devient rédactrice dans le domaine aéronautique, participe à des campagnes commerciales et défend l'idée que les femmes doivent accéder aux mêmes possibilités professionnelles que les hommes. Il serait facile de présenter Putnam comme l'unique créateur d'une héroïne artificielle. Ce serait trop simple. Il sait vendre une histoire, mais Girard sait aussi utiliser la célébrité pour voler davantage, soutenir des organisations féminines et financer ses projets. Leur collaboration repose sur des intérêts partagés, même si Putnam contrôle une grande partie de l'appareil publicitaire. En 1929, Girard participe à la première grande course aérienne féminine transcontinentale, rapidement surnommée Powder Puff Derby. Le surnom est moqueur, mais l'épreuve est sérieuse et dangereuse. Des pannes, des atterrissages forcés et un accident mortel marquent la course. Girard termine 3e. La même année, elle contribue à la création des Ninty-Nin, organisation de femmes pilotes dont elle deviendra la première présidente. L'objectif est pratique, créer un réseau, partager des informations, défendre l'accès à la formation et rendre les aviatrices visibles autrement que comme curiosité de presse. En 1931, Girard épouse George Putnam. Avant le mariage, elle lui adresse une lettre devenue célèbre dans laquelle elle insiste sur son besoin d'indépendance et refuse les conventions d'une union qui supprimerait l'autonomie personnelle. Le texte est authentique et conservé dans les collections de Purdue. Il montre une femme consciente des contraintes juridiques et sociales attachées au mariage. Mais la traversée de 1928 laisse une question ouverte. Girard a traversé l'Atlantique, mais elle ne l'a pas piloté. Pour établir sa propre légitimité aéronautique, elle doit accomplir un exploit qui ne puisse pas être attribué à quelqu'un d'autre. Chapitre 3. 1932, seule au-dessus de l'océan. Le 20 mai 1932, 5 ans jour pour jour après le départ de Lindbergh vers Paris, Amelia Girard décolle de Harbor Grace, à Terre-Neuve. Elle pilote un Lockheed Vega rouge. Son objectif est de rejoindre Paris. Elle vole seule. Les conditions sont mauvaises. Le givrage se forme sur l'appareil. Une fuite de carburant apparaît. L'altimètre fonctionne mal. Les vents poussent l'avion vers le nord. Girard ne dispose ni de radar, ni de GPS, ni d'assistance météorologique continue. Elle doit surveiller le moteur, tenir le cap, estimer sa position et supporter la fatigue. Après environ 15 heures de vol, elle renonce à Paris et se pose dans un champ près de Londonderry, en Irlande du Nord. L'atterrissage est improvisé, mais réussi. Elle devient la première femme à traverser seule l'Atlantique en avion et la deuxième personne à le faire sans escale après Lindbergh. Le résultat est parfois résumé comme un triomphe parfait. En réalité, l'objectif précis n'est pas atteint, Girard ne rejoint pas Paris. Mais l'essentiel de l'exploit est incontestable. Elle a piloté seule pendant près de 15 heures au-dessus d'un océan dangereux, dans un appareil confronté à plusieurs problèmes techniques. Les récompenses suivent. Le Congrès lui attribue la Distinguished Flying Cross, première remise à une femme. Le président Hoover lui remet la médaille d'or de la National Geographic Society. La France lui accorde la Légion d'honneur. Elle devient une figure internationale dont les actes, les vêtements et les déclarations sont suivis par la presse. Cette célébrité a deux effets contradictoires. Elle ouvre des portes, mais elle augmente la pression. Chaque nouveau vol doit être plus difficile que le précédent. Girard enchaîne les records, premier vol transcontinental sans escale réalisé par une femme, record de vitesse, traversée entre grandes villes. En janvier 1935, elle effectue seule le trajet entre Honolulu et Auckland,
devenant la première personne à réussir en solitaire cette traversée du Pacifique. Il faut mesurer ce que représente alors un tel vol. Le Pacifique entre Hawaï et la Californie ne propose aucun terrain de secours. Une panne grave signifie presque toujours l'amérissage, puis une survie très incertaine. Girard vole environ 17 heures. À l'arrivée, des milliers de personnes l'attendent. La même année, elle réalise aussi des vols en solitaire entre Los Angeles et Mexico, puis entre Mexico et Newark. Ses performances consolident son statut. Elle n'est plus seulement une passagère devenue célèbre grâce à un coup médiatique. Elle est une pilote expérimentée de longue distance. Pour autant, expérience ne signifie pas perfection. Girard n'est pas une technicienne de tous les domaines. Comme beaucoup de pilotes de record, elle s'appuie sur des mécaniciens, des météorologues, des navigateurs et des équipes au sol. Ses compétences en navigation astronomique et en radio restent limitées. Cette spécialisation est normale, mais elle deviendra cruciale lors du tour du monde. Sa carrière ne se limite pas au cockpit. Elle écrit, donne des conférences, travaille pour des compagnies aériennes, soutient les Nintinines et développe des produits à son nom. Elle crée une ligne de vêtements pratiques pour femmes et prête son nom à des bagages. Certains admirateurs y voient une pionnière moderne. Certains critiques y voient une célébrité commerciale. Les deux lectures ne sont pas incompatibles. Girard utilise la publicité pour financer l'aviation, et l'aviation alimente la publicité. L'image publique n'efface pas les vols réels, elle les amplifie. Elle permet aussi à une femme de négocier une marge d'autonomie dans un monde où les grandes expéditions dépendent presque toujours de sponsors et de journaux. En 1935, une université lui propose un rôle qui relie directement sa célébrité à l'éducation des femmes et à la recherche aéronautique, Purdue University. Chapitre 4. Purdue. Carrière des femmes et laboratoire volant. Amelia Girard rejoint Purdue University en 1935. Elle n'y occupe pas un poste universitaire traditionnel comparable à celui d'un professeur menant un programme de recherche permanent. Elle devient consultante pour l'étude des carrières féminines et conseillère technique en aéronautique. Le président de Purdue, Edward Elliott, l'a entendu parler des possibilités professionnelles ouvertes aux femmes. Il comprend l'intérêt symbolique et pratique de l'invité. Purdue dispose alors d'un aéroport universitaire équipé et d'une formation technique importante. Girard apprécie l'idée que les étudiantes puissent accéder aux domaines mécaniques et scientifiques sans être systématiquement découragées. Sur le campus, elle donne des conférences, rencontre des étudiantes et participe à des discussions sur leur orientation. Son rôle est aussi celui d'un modèle vivant, une femme qui voyage, négocie des contrats, pilote des avions et refuse de limiter sa carrière aux attentes de son époque. Il ne faut pas transformer ses interventions en révolution institutionnelle instantanée. Les femmes restent minoritaires dans l'ingénierie et l'aéronautique. Girard ne supprime pas ces obstacles. Elle contribue à les rendre visibles et montre qu'une trajectoire différente est possible. Purdue devient également un partenaire central de son prochain projet. Avec l'aide de donateurs et d'entreprises, un fonds d'environ $80 000 est constitué pour financer un appareil destiné à la recherche aéronautique. Le principal don, $50 000, vient de David Ross. D'autres contributions sont apportées par des industriels et des fabricants d'équipements. L'avion choisi est un Lockheed Electra 10E, immatriculé NR 16020. Le modèle est un bimoteur métallique moderne, conçu à l'origine pour transporter 10 passagers. L'appareil Girard est profondément modifié, réservoir supplémentaire, équipement radio, instruments et aménagements adaptés au vol de très longue distance. Il devient le « Flying Laboratory », le laboratoire volant. Cette expression correspond à une ambition réelle, mais elle sert aussi la communication. L'avion doit permettre d'étudier la fatigue, les communications et l'équipement des longs vols. Pourtant, son objectif principal devient rapidement un tour du monde proche de l'équateur. Girard veut accomplir la première circumnavigation de ce type par une femme et suivre une route plus longue que les tours du monde déjà réalisés plus au nord. Le projet exige de résoudre une difficulté, le Lockheed Electra, malgré ses réservoirs supplémentaires, ne peut pas franchir toute la largeur du Pacifique sans escale. Holland Island devient donc un point de ravitaillement indispensable. Sur une carte, la logique paraît simple. Dans la réalité, Holland mesure environ 2,5 km de long et moins d'1 km de large. Elle est basse, isolée et difficile à distinguer depuis les airs.
Les autorités américaines préparent une piste. La garde côtière doit positionner l'Itasca près de l'île. Des moyens radio, des prévisions météorologiques et des réserves de carburant sont organisées. Le tour du monde n'est donc pas l'aventure solitaire d'une femme contre la planète, c'est une opération internationale appuyée par des gouvernements, des ports, des météorologues, des techniciens et des stations radio. IRAR recrute des spécialistes. Fred Noonan, ancien navigateur en chef des premières liaisons transpacifiques de Pan-American, apporte une compétence essentielle en navigation astronomique. Harry Manning, marin et opérateur radio expérimenté, doit également participer. Paul Mantz intervient comme conseiller technique et pilote d'essai. La première tentative doit partir vers l'ouest. En mars 1937, l'Electra quitte Auckland et atteint Hawaï. Le projet semble lancé. Quelques jours plus tard, il s'interrompt brutalement sur la piste de Luckfield. Chapitre 5. Luckfield, un accident avant le grand départ. Le 20 mars 1937, Amelia Earhart tente de décoller de Luckfield, près de Honolulu, pour rejoindre Holland Island. L'Electra est lourdement chargée en carburant. Earhart est aux commandes. Fred Noonan et Harry Manning se trouvent à bord. Au cours de l'accélération, l'appareil dévie. Le train d'atterrissage s'effondre, l'avion tourne sur lui-même et glisse sur la piste. Personne n'est tué, mais l'Electra est gravement endommagée. La première tentative de tour du monde s'arrête avant la traversée du Pacifique. Les récits divergent sur la cause immédiate. Earhart parle d'un pneu qui aurait éclaté. Des témoins évoquent une perte de contrôle au sol. La commission militaire d'enquête ne trouve pas de preuve définitive d'une défaillance mécanique avant l'accident. L'expression « ground loop » est souvent utilisée, mais elle peut donner l'impression d'une manœuvre simple. Avec un avion très lourd, une déviation brutale au décollage peut devenir incontrôlable en quelques secondes. Ce point doit être traité sans chercher un coupable spectaculaire. L'accident montre que le projet comporte déjà des marges étroites, appareils chargés, longues pistes nécessaires, coordination complexe. Il ne prouve pas qu'Earhart est incapable de piloter. Il ne prouve pas non plus qu'une pièce précise a forcément cédé. Les documents disponibles soutiennent surtout l'idée d'une perte de contrôle pendant la course au décollage. L'Electra est renvoyée chez Lockheed, à Burbank, pour réparation. L'opération prend du temps et coûte cher. Pendant ce délai, le plan change. La saison et les vents rendent la route initiale moins favorable. Earhart décide de repartir vers l'est plutôt que vers l'ouest. La composition de l'équipage change également. Harry Manning ne participe pas à la seconde tentative. Les raisons exactes mêlent choix personnel, organisation et tension. Le résultat est certain, Fred Noonan devient l'unique navigateur et l'expédition perd un opérateur radio expérimenté. Cette décision sera souvent relue à la lumière de la disparition. Il est tentant d'affirmer qu'elle condamne le vol. Ce serait aller trop loin. Earhart et Noonan réalisent ensuite des milliers de kilomètres et franchissent de nombreuses étapes difficiles. Mais l'absence d'un spécialiste radio réduit les compétences disponibles au moment où la communication devient vitale. Les équipements de l'Electra sont modifiés pendant les réparations. L'une des questions les plus débattues concerne l'antenne traînante destinée aux communications sur certaines fréquences. Elle n'est plus utilisée lors du dernier vol. Les raisons exactes et les effets pratiques font encore l'objet de discussions techniques. Ce qui est établi, c'est que les communications entre l'Electra et les stations au sol resteront difficiles pendant le voyage. Earhart ne renonce pas. Le 1er juin 1937, elle repart de Miami avec Fred Noonan. Le départ officiel est présenté comme le début du tour du monde vers l'Est, même si l'avion a déjà été déplacé depuis la Californie. Leur calendrier est exigeant. Ils doivent franchir l'Amérique du Sud, l'Atlantique, l'Afrique, l'Inde, l'Asie du Sud et puis la Nouvelle-Guinée. Ils dépendent des autorisations de survol, de la météo, de la qualité des pistes et du ravitaillement. Le voyage qui suit est souvent réduit à une flèche sur une carte avant la disparition. Pourtant, il constitue à lui seul un exploit logistique et aéronautique considérable. Chapitre 6. 22 000 miles autour du monde. Après Miami, Earhart et Noonan descendent vers l'Amérique du Sud. Ils rejoignent San Juan, puis Caripito au Venezuela, Paramaribo, Fortaleza et Natal au Brésil. Chaque étape implique des contrôles, du carburant,
des cartes et des échanges avec les autorités locales. Depuis Natal, ils franchissent l'Atlantique Sud jusqu'à Saint-Louis, au Sénégal. Cette traversée est longue, mais les routes aériennes et maritimes de l'Atlantique sont déjà mieux connues que certaines zones du Pacifique central. Noonan utilise sa maîtrise de la navigation astronomique et de l'estime. Girard gère l'appareil, la consommation et les conditions météorologiques. Ils poursuivent vers Dakar, Gao, Khartoum, Massawa puis Karachi. Le parcours traverse des régions très différentes, chaleur, poussière, orage, terrain sommaire et formalités administratives. Girard envoie des comptes rendus destinés à la presse. Le voyage reste donc à la fois une expédition et une production médiatique. L'avion rencontre des problèmes techniques, comme tout appareil engagé dans une opération aussi longue. Les équipes locales effectuent des réparations et des vérifications. Il est difficile de distinguer, dans les récits postérieurs, les incidents ordinaires des signes annonciateurs. Un défaut rencontré en Afrique n'explique pas nécessairement la disparition dans le Pacifique. Girard et Noonan passent par Calcutta, Rangoon, Bangkok, Singapour puis Bandung. Ils doivent parfois attendre une amélioration de la météo. À Bandung, des travaux sont effectués sur l'appareil. Ils poursuivent ensuite vers Darwin, en Australie, puis Lae, en Nouvelle-Guinée. Le 29 juin, ils arrivent à Lae. Ils ont parcouru environ 22 000 miles, soit plus de 35 000 km. Il leur reste environ 7 000 miles pour rejoindre Auckland par Hollande, Hawaï et la Californie. Le voyage a démontré plusieurs choses. L'Electra peut soutenir une succession de longues étapes. Girard et Noonan savent travailler ensemble. Noonan est capable de trouver des destinations éloignées. Mais les dernières étapes du Pacifique sont particulières. Hollande n'est pas une grande ville, ni une côte, ni une île montagneuse visible de loin. C'est une bande de terre basse entourée d'eau. À Lae, les préparatifs prennent plusieurs jours. L'avion doit emporter une quantité considérable de carburant. Les communications avec l'Itasca et les stations intermédiaires sont organisées, mais le plan comporte des ambiguïtés. Les fréquences, les horaires et les capacités réelles de radiogoniométrie ne sont pas compris de la même manière par tous les participants. À cela s'ajoute l'absence de communication bilatérale stable. L'Itasca entend Girard à plusieurs reprises, parfois très clairement. Girard, en revanche, ne semble pas entendre les réponses ou ne les comprend pas. Les opérateurs du navire appellent, transmettent en voix et en morse, mais ne reçoivent pas de confirmation exploitable. La puissance croissante du signal suggère que l'Electra se rapproche de Hollande. Elle ne donne pas une direction précise. Un signal fort peut provenir de plusieurs dizaines de kilomètres selon l'altitude et les conditions. À 7h42, Girard annonce qu'il devrait être au-dessus de l'île mais ne la voit pas. Elle signale que le carburant diminue. La formulation exacte varie selon les journaux et les retranscriptions, mais l'urgence est claire. À 7h58, le signal est noté comme très fort. L'Itasca pense que l'avion est proche. Le navire émet davantage, produit de la fumée et cherche l'Electra à l'œil nu. Aucun membre de l'équipage ne voit l'avion. À 8h43, Girard transmet le message sur la ligne 157 337 et indique qu'il vole au nord et au sud. C'est le dernier message généralement accepté comme authentique et reçu directement par l'Itasca. Que signifie l'absence de Hollande dans leur champ de vision? Plusieurs possibilités restent ouvertes. L'avion peut être à l'est, à l'ouest, au nord ou au sud de l'île. Une couche nuageuse peut masquer le sol. Une erreur de navigation peut avoir décalé la route. La consommation peut laisser quelques dizaines de minutes ou davantage, selon les hypothèses sur la puissance utilisée, les vents et les réserves. Il est impossible de reconstituer le niveau exact de carburant à la minute près. Les calculs modernes dépendent de données incomplètes, quantité réellement embarquée, réglage des moteurs, altitude, vent, durée des phases de montée et consommation des réservoirs. La phrase « Ils sont tombés en panne sèche juste après 8h43 » est donc plus précise que les preuves. La conclusion plus prudente est qu'ils disposaient d'une autonomie limitée, qu'ils n'avaient pas trouvé Hollande et que le risque d'épuisement du carburant augmentait rapidement. Après le dernier message, l'Itasca doit décider où chercher. Sans position, chaque minute agrandit la zone possible. Chapitre 9. La plus grande recherche aérienne de son temps. Lorsque le contact disparaît,
l'Itasca commence les recherches autour de Hollande. Le navire parcourt des secteurs calculés à partir des dernières informations. Des avions et d'autres bâtiments sont mobilisés. La recherche s'étend rapidement. Le gouvernement américain engage 9 navires, environ 4000 personnes et 66 avions selon le bilan du Smithsonian. Le porte-avions USS Lexington et ses appareils participent à l'opération. Le cuirassé USS Colorado lance des hydravions. L'Itasca, le Swan, le Lançon et d'autres navires quadrillent des zones immenses. Les équipes inspectent Hollande, Baker, les îles Gilbert et les îles Phoenix. Elles survolent des récifs et des lagons. Les observateurs cherchent une surface métallique, un signal, une trace de fumée ou des survivants. Les rapports montrent une opération organisée, mais limitée par la technologie de l'époque. Les avions ne disposent pas de capteurs modernes. Les équipages observent visuellement depuis des appareils soumis aux turbulences, au soleil et aux reflets de l'eau. Une épave partiellement immergée peut être presque invisible. La mer pose une difficulté encore plus grande. Si l'Electra s'est abîmée en eau profonde, la localisation devient pratiquement impossible. Les fonds autour de Hollande descendent à plusieurs milliers de mètres. Même si une position approximative avait été connue, les moyens de 1937 n'auraient probablement pas permis de retrouver l'avion. Des messages radio supposés sont signalés après la disparition. Des opérateurs amateurs affirment avoir entendu une voix. Des stations captent des signaux ou des porteuses. Certains rapports paraissent techniquement possibles, d'autres sont clairement des erreurs ou des canulars. Les autorités doivent trier des informations arrivant de tout le Pacifique et des États-Unis. L'idée de messages postérieurs joue un rôle central dans l'hypothèse de Nikumaroro. Si l'Electra avait atterri sur un récif avec ses moteurs ou ses batteries encore utilisables, IRAR aurait pu transmettre pendant certaines marées. Mais aucun message postérieur n'est accepté unanimement comme authentique. Les analyses de propagation peuvent établir qu'un signal était possible, elles ne prouvent pas qu'il venait d'IRAR. Le 19 juillet, la recherche officielle est interrompue. Elle a duré 16 jours et coûté plus de 4 millions de dollars de l'époque. Aucun débris, aucun radeau, aucun vêtement ni aucun corps n'a été identifié. George Putnam finance ensuite des recherches privées pendant plusieurs mois. Elles n'aboutissent pas davantage. En janvier 1939, Amelia Earhart est déclarée légalement morte. Fred Noonan est également présumé décédé. Le bilan négatif ne désigne pas une théorie gagnante. Ne rien trouver en mer ne prouve pas qu'ils ont atterri sur une île. Ne rien trouver sur les îles survolées ne prouve pas qu'ils sont tombés en mer. Les recherches couvrent des zones vastes, mais pas chaque mètre avec des moyens parfaits. Cette absence de preuves matérielles crée l'espace dans lequel toutes les hypothèses vont se développer. Chapitre 10. L'hypothèse dominante, panne sèche et chute en mer. L'explication la plus simple est aussi celle retenue depuis longtemps par les autorités américaines. Earhart et Noonan n'ont pas trouvé Hollande, ont épuisé leur carburant et se sont abîmés dans l'océan. Cette hypothèse s'appuie sur plusieurs faits. Les derniers messages indiquent qu'ils cherchent l'île. Le carburant est signalé comme faible. L'Itasca reçoit des signaux forts, ce qui place probablement l'avion dans la région générale de Hollande. Aucun atterrissage certain n'est signalé ailleurs. Aucune preuve matérielle vérifiée ne relie l'Electra à une autre île. Elle correspond aussi au fonctionnement d'un vol de longue durée. Après environ 18 heures, l'Electra approche de la limite planifiée de son autonomie. Une erreur de position oblige à tourner, ce qui consomme les réserves restantes. Sans relèvement radio, l'équipage peut passer près de Hollande sans la voir. Mais, Crash and Sink n'est pas un lieu précis. Les chercheurs doivent encore déterminer dans quelle direction l'avion aurait volé après le dernier message. Des équipes privées ont exploré plusieurs zones sous-marines autour de Hollande. Les reliefs sont extrêmes et les surfaces à inspecter considérables. En 2024, une société privée annonce qu'une image sonar pourrait représenter l'Electra. L'annonce attire une attention mondiale. Une nouvelle inspection montre ensuite qu'il s'agit d'une formation rocheuse. Cet épisode illustre une règle essentielle, une forme ressemblant à un avion n'est pas un avion tant qu'elle n'a pas été confirmée par des images et des éléments physiques. L'absence d'épave ne réfute pas la chute en mer. Des avions plus récents, perdus dans des zones mieux connues, ont parfois mis des décennies à être retrouvés. Un Electra peut se fragmenter, se déposer sur une pente ou être recouvert de sédiments.
La faiblesse de l'hypothèse est précisément son manque de preuves directes. Elle explique la disparition sans fournir le point final. Aucun numéro de série, aucune pièce et aucune image du fond marin ne permet aujourd'hui d'affirmer « l'avion est ici ». Il faut donc employer les mots correctement. La panne sèche et la chute en mer constituent l'explication la plus compatible avec les derniers messages et l'absence de preuves ailleurs. Elle ne constitue pas une certitude démontrée. Cette absence de révélation affaiblit les récits selon lesquels le gouvernement aurait toujours connu la vérité. Elle ne les rend pas logiquement impossibles, mais elle les prive du document décisif qu'ils promettent depuis des décennies. Pour contester l'hypothèse de la chute en mer, une autre théorie doit expliquer les messages radio, la trajectoire, le carburant et l'absence de découverte pendant les recherches. La plus élaborée est celle de Nikumaroro. Chapitre 11. Nikumaroro, une hypothèse sérieuse, pas une preuve. Nikumaroro est un atoll des îles Phoenix, aujourd'hui dans la République de Kiribati. En 1937, il est généralement appelé Gardner Island. Il se situe à environ 650 km au sud d'Auckland, selon le trajet considéré. L'hypothèse de Nikumaroro propose qu'après avoir atteint la ligne de position mentionnée dans le dernier message, Irar et Noonan aient volé vers le sud-est. Ils auraient aperçu l'atoll et posé l'Electra sur le récif. Ils auraient ensuite transmis des messages tant que l'avion restait accessible et que les batteries pouvaient fonctionner, avant que les marées et les vagues n'emportent l'appareil. Cette théorie possède une cohérence géographique. La ligne de position peut conduire vers la région de Nikumaroro. L'atoll dispose d'un récif relativement plat à marée basse. Des signaux radio supposés après la disparition pourraient être compatibles avec un avion posé plutôt qu'avec un appareil coulé immédiatement. Elle s'appuie aussi sur des découvertes postérieures. En 1940, un administrateur britannique, Gerald Gallagher, signale la découverte de restes humains, d'un feu, d'un sextant et d'objets sur l'atoll. Les os sont envoyés à Fidji. Un médecin les attribue à un homme européen. Les restes disparaissent ensuite. Des chercheurs modernes ont réexaminé les mesures conservées. En 2018, l'anthropologue Richard Jantz conclut qu'elles sont compatibles avec Amelia Earhart et plus proches de sa morphologie que de la plupart des individus de référence. Cette analyse ne porte pas sur les os eux-mêmes, qui sont perdus, mais sur cette mesure prise en 1940. D'autres spécialistes contestent la précision de la méthode et la possibilité d'identifier un individu à partir d'un jeu aussi limité. Des expéditions menées par Tigar ont découvert sur l'atoll des fragments de chaussures, des bouteilles, des objets américains des années 1930 et des éléments métalliques. Certains peuvent correspondre au profil d'une femme américaine de l'époque. Aucun n'a été relié de manière incontestable à Earhart, à Noonan ou à l'Electra par un numéro de série ou une provenance unique. Le problème archéologique est le contexte. Nikumaroro a connu un naufrage, une colonie, des visiteurs et des activités pendant plusieurs décennies. Un objet américain des années 1930 n'est donc pas automatiquement un objet d'Earhart. En 2019, une expédition dirigée par Robert Ballard inspecte les fonds autour de l'atoll sans trouver l'avion. Cette recherche ne ferme pas entièrement l'hypothèse, car certaines zones restent difficiles à explorer. Elle ne fournit cependant aucun soutien matériel nouveau. La conclusion honnête est équilibrée. Nikumaroro est une hypothèse structurée, soutenue par des indices circonstanciels et une recherche archéologique réelle. Mais aucun élément disponible ne prouve que l'Electra s'y trouve ou qu'Earhart et Noonan y ont vécu comme naufragés. Chapitre 12. La capture japonaise et les récits d'espionnage. Une autre famille de théories affirme qu'Earhart et Noonan auraient atteint les îles Marshall, contrôlées par le Japon, puis auraient été capturés. Certaines versions ajoutent que le vol constituait une mission secrète de reconnaissance organisée par le président Roosevelt. Ces récits apparaissent surtout après la Seconde Guerre mondiale. Des témoins affirment avoir vu une aviatrice américaine, un homme blanc ou un avion bimoteur. Des auteurs recueillent des souvenirs plusieurs décennies après les faits. Les lieux et les dates varient selon les versions. Le contexte rend l'histoire séduisante. En 1937, les tensions dans le Pacifique augmentent. Le Japon contrôle des territoires sous mandat et limite l'accès à certaines zones. Une disparition célèbre offre un matériau idéal pour un récit d'espionnage. Mais les preuves documentaires sont faibles. Les plans de vol, les autorisations et les communications disponibles correspondent à une tentative publique de tour du monde.
Aucun ordre opérationnel authentifié ne démontre une mission de reconnaissance secrète. Les documents japonais examinés ne fournissent pas de traces vérifiées d'une capture. Les témoignages tardifs posent un problème classique. La mémoire humaine n'est pas un enregistrement. Elle se transforme, surtout lorsqu'une histoire devient célèbre. Un témoin peut associer après coup un événement local, un prisonnier ou un avion à Amelia Earhart sans mentir volontairement. En 2017, une photographie conservée aux Archives nationales est présentée dans un documentaire comme une possible image d'Earhart et Noonan sur un quai des îles Marshall. L'enquête attire une attention considérable. Des recherches montrent ensuite que la photographie avait probablement été publiée dans un ouvrage japonais antérieur à la disparition. L'image ne peut donc pas prouver une capture en 1937. Les dossiers publiés par les Archives nationales contiennent de nombreux articles, courriers et rapports relatifs aux théories d'espionnage. Leur présence dans les archives ne signifie pas que le gouvernement les a confirmés. Une administration conserve aussi les rumeurs, les demandes d'enquête et les informations rejetées. Une variante affirme qu'Earhart aurait survécu et serait revenu aux États-Unis sous une autre identité. Cette théorie repose principalement sur des ressemblances physiques et des récits non vérifiés. Elle ne résiste pas à l'examen des documents biographiques de la personne désignée. La capture japonaise n'est pas impossible au sens abstrait, un avion peut dévier très loin. Mais elle exige une trajectoire et une autonomie difficiles à concilier avec les derniers messages près d'Hollande. Elle suppose également une vaste dissimulation sans documents décisifs retrouvés dans les archives américaines ou japonaises. Il faut donc la classer comme une hypothèse spéculative, alimentée par des témoignages tardifs et la culture de la guerre du Pacifique, non comme une conclusion historique. L'intérêt de ces récits ne réside pas seulement dans leur vérité possible. Ils montrent comment une société transforme une disparition en miroir de ses peurs, espionnage avant la guerre, complot gouvernemental après la guerre, puis secret déclassifié à l'époque contemporaine. Chapitre 13. Amelia Earhart, produit médiatique et actrice de sa propre image. Amelia Earhart est souvent présentée soit comme une héroïne pure, soit comme une célébrité fabriquée. Les documents obligent à dépasser cette opposition. George Putnam possède un talent évident pour la promotion. Il organise des conférences, négocie des contrats, prépare des livres et transforme chaque vol en événement public. Il comprend que la presse veut une histoire simple, une femme mince, courageuse, moderne, affrontant les océans. Earhart participe activement à cette construction. Elle écrit, pose pour les photographes, accepte des campagnes publicitaires et développe des produits. Elle sait qu'un record sans publicité rapporte peu et qu'un projet sans financement ne décolle pas. Mais son image ne repose pas sur du vide. Elle traverse seule l'Atlantique, vole seule de Hawaï à la Californie et réalise des trajets que très peu de pilotes, hommes ou femmes, tentent à l'époque. Les performances sont réelles, même lorsqu'elles sont accompagnées d'une stratégie commerciale. Sa ligne de vêtements illustre cette modernité. Earhart propose des habits fonctionnels, avec des poches et des coupes adaptées aux femmes actives. L'entreprise ne devient pas un empire durable, mais elle montre qu'elle pense sa célébrité comme une marque capable de financer d'autres activités. Elle écrit également pour des magazines et parle de sécurité aérienne, de formation et d'accès des femmes aux métiers techniques. Son message n'est pas toujours radical selon les critères contemporains. Elle évolue dans les limites sociales et commerciales de son temps. Mais elle affirme régulièrement que les femmes doivent pouvoir essayer, échouer et recommencer comme les hommes. La lettre précédant son mariage à Putnam est particulièrement révélatrice. Elle refuse de promettre une obéissance conventionnelle et insiste sur la liberté de chacun. Ce n'est pas une déclaration conçue pour la presse, c'est un document privé conservé dans les archives. Son rôle à Purdue confirme cette cohérence. Elle ne se contente pas d'apparaître lors d'une cérémonie. Elle rencontre des étudiantes, parle de carrière et soutient l'idée que les femmes puissent accéder aux sciences, à l'ingénierie et aux emplois considérés comme masculins. Il serait pourtant faux de la décrire comme une ennemie de toute mise en scène. Earhart maîtrise son apparence. Les vestes de cuir, les foulards, les cheveux courts et les photographies devant les avions deviennent une grammaire visuelle. Cette grammaire reste puissante près d'un siècle plus tard. Sa disparition renforce encore le personnage. Une carrière interrompue à 39 ans ne connaît ni vieillissement public, ni échec ultérieur, ni retrait. Earhart reste figé dans l'image de la pilote en route vers l'inconnu. Le danger est que le mystère efface le travail.
Les recherches sur l'épave attirent plus d'attention que ses actions à Purdue, ses organisations féminines ou ses écrits. La meilleure manière de lui rendre justice n'est pas de la sanctifier. C'est de raconter les performances, les stratégies, les contradictions et les limites avec la même précision. Chapitre 14. Les erreurs, ni procès, ni légende protectrice. Toute analyse du dernier vol doit aborder les erreurs sans transformer l'histoire en tribunal. Le premier point concerne les communications. Le plan radio est complexe et insuffisamment coordonné. Les fréquences utilisées ne correspondent pas toujours aux capacités de radiogoniométrie. L'Itasca et l'Electra ne parviennent pas à établir une conversation bilatérale fiable. Le second point concerne l'équipage. Le départ sans Harry Manning prive l'expédition d'un opérateur radio expérimenté. Girard et Noonan ne maîtrisent pas suffisamment le morse pour utiliser les méthodes attendues par l'Itasca. Cette information n'est pas correctement intégrée par le navire. Le troisième point concerne la formation. Girard avait accès à des possibilités d'entraînement supplémentaires en navigation et en radio. Elle choisit de concentrer ses compétences sur le pilotage et de déléguer la navigation à Noonan. Ce choix est courant chez les pilotes de record, mais il réduit sa capacité à remplacer un spécialiste en cas de panne du système. Le quatrième point concerne Hollande. La route impose de trouver une île extrêmement petite après un vol de 18 heures. L'Itasca fournit un soutien, mais il n'existe pas de balise moderne ni de système global de positionnement. Le plan est possible, pas robuste. Le cinquième point concerne le calendrier. Le tour du monde progresse rapidement. Girard et Noonan sont fatigués. Les réparations, les autorisations et les retards s'accumulent. La fatigue n'est pas mesurable précisément dans les documents, mais elle constitue une contrainte évidente après des semaines de voyage. Faut-il en conclure qu'Girard a été imprudente? Le mot est trop général. Elle accepte un niveau de risque élevé, comme les autres pilotes de record de son époque. Elle prépare son vol avec des professionnels et des moyens importants. Plusieurs choix apparaissent insuffisants rétrospectivement, mais ils ne relèvent pas d'une absence totale de préparation. L'erreur de jugement la plus claire est peut-être d'avoir surestimé la capacité du dispositif radio à compenser les difficultés de navigation visuelle. Chaque acteur pense que l'autre dispose d'une solution. L'Itasca pense pouvoir guider. Girard pense pouvoir obtenir un relèvement. Noonan pense pouvoir atteindre une ligne suffisamment proche. Lorsque les trois éléments échouent ensemble, il ne reste presque aucune marge. Il faut aussi éviter l'excès inverse, protéger la légende en attribuant toute la responsabilité à la météo, à un pneu, à l'Itasca ou à un complot. Les grands destins ne deviennent pas moins intéressants lorsqu'on examine les décisions contestables. Girard est une pilote courageuse et expérimentée. Elle est aussi une personne qui prend des décisions sous pression, avec des informations imparfaites. Noonan est un navigateur compétent, mais soumis aux limites de l'astronomie, de l'estime et du vent. Les opérateurs de l'Itasca travaillent avec sérieux, mais selon un plan mal harmonisé. La catastrophe, si l'Electra est bien tombée en mer, ne résulte probablement pas d'une seule faute. Elle ressemble davantage à une chaîne, petite île, longue distance, incertitude météorologique, radio incompatible, absence de contact bilatéral, carburant limité et position inconnue. Chapitre 15. Ce que les archives permettent réellement de vérifier. Les archives consacrées à Amelia Girard ne forment pas un dossier secret unique qu'il suffirait d'ouvrir pour découvrir la réponse. Elles sont réparties entre plusieurs institutions, administrations et collections privées. On y trouve les journaux radio de l'Itasca, les rapports de la marine et de la garde côtière, les cartes des recherches, les documents relatifs à Hollande, l'enquête sur l'accident de Luckfield, des correspondances, des photographies, des films et des décennies de courriers consacrés aux différentes théories. Cette abondance pose une difficulté essentielle, un document officiel n'est pas toujours la preuve que son contenu est vrai. Une administration conserve aussi des rumeurs, des témoignages contradictoires, des demandes d'enquête et des hypothèses finalement rejetées. Une lettre affirmant qu'Girard a été aperçu sur une île prouve qu'une personne a écrit cette affirmation. Elle ne prouve pas que l'observation était exacte. Les sources les plus proches de l'événement doivent donc recevoir le plus de poids. Les journaux radio permettent de suivre les heures, la puissance des signaux et les messages compris par les opérateurs. Les rapports de recherche indiquent les navires mobilisés, les zones inspectées et les décisions prises.
Les cartes permettent de comparer les trajectoires possibles avec l'autonomie estimée de l'Electra. Ces documents confirment plusieurs points. L'Itasca entend IRAR mais ne parvient pas à établir une conversation bilatérale stable. L'équipage de l'avion ne semble pas entendre clairement les réponses du navire. Les méthodes de radiogoniométrie prévues ne fonctionnent pas comme espéré. La recherche qui suit est vaste, rapide et sérieuse, mais elle doit couvrir un espace immense à partir d'une position finale inconnue. Les archives permettent également d'examiner les accusations d'espionnage. Elles montrent que les autorités ont reçu et étudié de nombreuses affirmations après la disparition. Elles ne fournissent pourtant aucun ordre authentifié prouvant une mission secrète ni aucun document décisif établissant une capture par le Japon. Elles permettent enfin de corriger les récits trop simples. IRAR n'est pas partie sans préparation. Elle bénéficie d'un avion spécialement équipé, d'un navigateur expérimenté, de stations météorologiques, de navires et d'équipes au sol. Mais cette préparation comporte des faiblesses, coordination radio imparfaite, petite cible au milieu du Pacifique, autonomie limitée et dépendance à plusieurs systèmes qui doivent tous fonctionner ensemble. Le travail historique ne consiste donc pas à attendre une feuille portant la solution. Il consiste à comparer les sources, à mesurer leur proximité avec les faits, à repérer leurs contradictions et à refuser qu'une rumeur tardive pèse autant qu'un journal radio rédigé au moment même de la disparition. Les archives ne donnent pas la position finale de l'Electra. Elles apportent quelque chose de moins spectaculaire, mais de plus utile, la possibilité de distinguer ce qui est établi, ce qui est plausible et ce qui relève encore de la spéculation. Chapitre 16. Pourquoi le mystère résiste? Pourquoi une disparition sans preuve nouvelle décisive continue-t-elle d'attirer autant d'attention? La première raison est géographique. Le Pacifique central est immense. Oland et Nikumaroro sont minuscules. Les fonds océaniques sont profonds, accidentés et coûteux à explorer. L'absence de découverte n'a rien d'étonnant. La deuxième raison est technologique. En 1937, les communications radio sont fragiles et les systèmes de navigation dépendent largement de l'observation et de l'estime. Les documents sont incomplets. Une partie des messages est retranscrite sous pression, avec des abréviations. Il n'existe pas d'enregistrement sonore du dernier échange. La troisième raison est narrative. IRAR disparaît au sommet de sa célébrité, pendant un tour du monde, à quelques étapes de l'arrivée. L'histoire possède une structure presque parfaite, ambition, progrès, dernier obstacle, voix dans la radio, silence. La quatrième raison est culturelle. Amelia IRAR représente plusieurs causes à la fois, aviation, autonomie féminine, modernité, courage, célébrité et mystère. Chaque génération peut réinterpréter sa disparition selon ses préoccupations. Dans les années suivant la guerre, les récits de capture japonaises prennent de l'ampleur. À l'époque des scandales politiques, les théories de dissimulation gouvernementale gagnent du terrain. À l'ère des satellites et des sonars, chaque anomalie visuelle devient une possible épave. La cinquième raison est économique. Les expéditions, documentaires, livres et conférences ont besoin d'un suspense. Une hypothèse modeste attire moins qu'une annonce promettant la solution définitive. Le cycle se répète, découverte annoncée, couverture médiatique, analyse, déception, nouvelle piste. Cela ne signifie pas que toute recherche privée est inutile. Des équipes sérieuses ont développé des méthodes, rassemblé des archives et exploré des zones qui ne l'avaient jamais été. Le problème apparaît lorsque le langage dépasse les preuves. Les mots, pourraient être, compatibles avec, et, méritent une inspection, sont transformés en, découverte. Puis, lorsque l'objet se révèle être une roche ou une pièce sans lien, la confiance du public diminue. Le mystère résiste aussi parce que les principales hypothèses ne sont pas faciles à réfuter totalement. Une chute en mer peut laisser peu de traces. Une survie à Nikumaroro peut ne produire que des objets ambigus. Une capture secrète peut toujours être défendue en affirmant que les documents ont disparu. Dans cette situation, le rôle du journaliste n'est pas de choisir la théorie la plus séduisante. Il est d'établir une hiérarchie des preuves. Les derniers messages et les journaux de l'Itasca sont des sources proches de l'événement. Les témoignages recueillis 30 ans plus tard sont plus fragiles. Un objet sans numéro de série est un indice, pas une identification. Cette discipline ne supprime pas le mystère. Elle l'empêche de devenir un prétexte à raconter n'importe quoi.
Chapitre 17. L'héritage d'une vie, pas seulement d'une disparition. Amelia Earhart a 39 ans lorsqu'elle disparaît. Sa carrière aéronautique véritablement publique dure moins de 10 ans. Pourtant, son influence demeure. Elle prouve d'abord qu'une femme peut devenir une figure centrale de l'aviation mondiale, non comme passagère décorative, mais comme pilote réalisant des records. Sa traversée solo de l'Atlantique en 1932 et son vol Hawaï-Californie en 1935 restent des performances majeures. Elle contribue ensuite à organiser les femmes pilotes. Les Nintinin existent toujours et soutiennent la formation, les bourses et la mémoire des aviatrices. Cette institution est un héritage plus concret qu'une simple image sur une affiche. Son passage à Purdue associe sa carrière à l'éducation. Elle parle aux étudiantes de possibilités professionnelles et encourage l'accès au domaine technique. Elle ne crée pas à elle seule l'égalité, mais elle fournit un exemple visible au moment où peu de femmes peuvent imaginer une carrière dans l'aéronautique. Earhart laisse aussi des écrits, des lettres, des discours et des collections importantes. Purdue conserve le fonds George Palmer Putnam, qui documente sa vie personnelle, ses vols, ses activités commerciales et son image publique. Ces archives permettent de la connaître autrement que par les théories de disparition. Son influence visuelle est tout aussi forte. La veste de vol, le sourire devant l'hélice, le visage tourné vers l'horizon deviennent des symboles immédiatement reconnaissables. Cette iconographie inspire des pilotes, des exploratrices et des personnalités publiques. Mais l'héritage comporte un paradoxe. La disparition attire parfois davantage que les réalisations. Beaucoup connaissent le mystère sans savoir qu'elle a travaillé comme aide-soignante, travailleuse sociale, éditrice, conseillère universitaire ou dirigeante d'organisation. Raconter sa vie avec précision ne consiste pas à retirer le mystère. Il faut simplement remettre les proportions dans le bon ordre. Le dernier vol occupe quelques semaines. Les années précédentes expliquent pourquoi le monde écoute cette voix dans la radio. Son parcours montre également le rapport entre accomplissement et communication. Earhart comprend très tôt qu'une femme doit être 2 fois visible pour obtenir des moyens comparables. Elle utilise la presse, les conférences et les contrats. Cette stratégie lui vaut des critiques, mais elle permet aussi de financer des vols que peu d'institutions auraient confiés à une femme. Elle n'est ni une aventurière inconsciente, ni une technicienne parfaite. Elle est une pilote de record, ambitieuse, expérimentée dans le pilotage, moins compétente dans certains domaines, capable de mobiliser des réseaux et prête à accepter des risques élevés. C'est précisément cette complexité qui rend son destin intéressant. Une héroïne sans erreur ne serait qu'une statue. Une célébrité sans exploit ne serait qu'une campagne publicitaire. Amelia Earhart se situe entre les deux, une personne réelle dont la vie a été transformée en symbole. Conclusion. Ce que nous pouvons réellement affirmer. Que s'est-il passé après 8h43 le 2 juillet 1937 ? Nous ne le savons pas. Nous pouvons affirmer qu'Amelia Earhart et Fred Noonan ont quitté l'AE à bord du Lockheed Electra, immatriculé NR16020. Nous pouvons affirmer qu'ils se dirigeaient vers Hollande, qu'ils ont transmis plusieurs messages, que l'Itasca les a entendus sans établir de communication bilatérale stable et que le dernier message accepté indique une recherche le long d'une ligne de position. Nous pouvons affirmer qu'ils n'ont pas atteint Hollande. Nous pouvons affirmer qu'une recherche aérienne et maritime exceptionnelle n'a trouvé aucune trace vérifiée. Nous pouvons affirmer que les dossiers officiels disponibles ne contiennent pas de preuves décisives d'une capture ou d'une mission secrète. Nous pouvons dire que la chute en mer après épuisement du carburant reste l'explication la plus simple et la plus compatible avec les derniers messages. Nous devons ajouter qu'aucune épave identifiée ne la démontre. Nous pouvons dire que Nikumaroro constitue une hypothèse construite, appuyée sur une trajectoire possible, des signaux supposés, des restes humains perdus et des objets archéologiques. Nous devons ajouter qu'aucun de ces éléments ne relie définitivement Earhart à l'atoll. Nous pouvons dire que les récits de capture japonaises existent depuis longtemps. Nous devons ajouter qu'ils reposent principalement sur des témoignages tardifs et qu'aucun document authentifié ne les confirme. La phrase la plus honnête n'est donc pas « le mystère est résolu ». Elle ne l'est pas davantage dans l'autre sens, nous ne savons absolument rien. Nous savons beaucoup sur la préparation, le vol, les communications et les recherches. Nous ignorons les dernières minutes et le lieu final. Le mystère peut encore être résolu. Une épave portant des éléments identifiables,
des restes accompagnés d'un contexte incontestable ou un document contemporain authentifié pourraient modifier l'histoire. Amelia Earhart mérite mieux qu'une certitude inventée. Son histoire est déjà extraordinaire sans ajouter de faux dialogues, de missions secrètes ou de révélations promises. Cela ne signifie pas que toute recherche privée est inutile. Des équipes sérieuses ont développé des méthodes, rassemblé des archives et exploré des zones qui ne l'avaient jamais été. Le problème apparaît lorsque le langage dépasse les preuves. Les mots « pourraient être », compatibles avec « et », méritent une inspection, sont transformés en « découverte ». Puis, lorsque l'objet se révèle être une roche ou une pièce sans lien, la confiance du public diminue. Le mystère résiste aussi parce que les principales hypothèses ne sont pas faciles à réfuter totalement. Une chute en mer peut laisser peu de traces. Une survie à Nikumaroro peut ne produire que des objets ambigus. Une capture secrète peut toujours être défendue en affirmant que les documents ont disparu. Dans cette situation, le rôle du journaliste n'est pas de choisir la théorie la plus séduisante. Il est d'établir une hiérarchie des preuves. Les derniers messages et les journaux de l'Itasca sont des sources proches de l'événement. Les témoignages recueillis 30 ans plus tard sont plus fragiles. Un objet sans numéro de série est un indice, pas une identification. Cette discipline ne supprime pas le mystère. Elle l'empêche de devenir un prétexte à raconter n'importe quoi. Chapitre 17. L'héritage d'une vie, pas seulement d'une disparition. Amelia Earhart a 39 ans lorsqu'elle disparaît. Sa carrière aéronautique véritablement publique dure moins de 10 ans. Pourtant, son influence demeure. Elle prouve d'abord qu'une femme peut devenir une figure centrale de l'aviation mondiale, non comme passagère décorative, mais comme pilote réalisant des records. Sa traversée solo de l'Atlantique en 1932 et son vol Hawaï-Californie en 1935 restent des performances majeures. Elle contribue ensuite à organiser les femmes pilotes. Les Nintinin existent toujours et soutiennent la formation, les bourses et la mémoire des aviatrices. Cette institution est un héritage plus concret qu'une simple image sur une affiche. Son passage à Purdue associe sa carrière à l'éducation. Elle parle aux étudiantes de possibilités professionnelles et encourage l'accès au domaine technique. Elle ne crée pas à elle seule l'égalité, mais elle fournit un exemple visible au moment où peu de femmes peuvent imaginer une carrière dans l'aéronautique. Earhart laisse aussi des écrits, des lettres, des discours et des collections importantes. Purdue conserve le fonds George Palmer Putnam, qui documente sa vie personnelle, ses vols, ses activités commerciales et son image publique. Ces archives permettent de la connaître autrement que par les théories de disparition. Son influence visuelle est tout aussi forte. La veste de vol, le sourire devant l'hélice, le visage tourné vers l'horizon deviennent des symboles immédiatement reconnaissables. Cette iconographie inspire des pilotes, des exploratrices et des personnalités publiques. Mais l'héritage comporte un paradoxe. La disparition attire parfois davantage que les réalisations. Beaucoup connaissent le mystère sans savoir qu'elle a travaillé comme aide-soignante, travailleuse sociale, éditrice, conseillère universitaire ou dirigeante d'organisation. Raconter sa vie avec précision ne consiste pas à retirer le mystère. Il faut simplement remettre les proportions dans le bon ordre. Le dernier vol occupe quelques semaines. Les années précédentes expliquent pourquoi le monde écoute cette voix dans la radio. Son parcours montre également le rapport entre accomplissement et communication. Earhart comprend très tôt qu'une femme doit être 2 fois visible pour obtenir des moyens comparables. Elle utilise la presse, les conférences et les contrats. Cette stratégie lui vaut des critiques, mais elle permet aussi de financer des vols que peu d'institutions auraient confiés à une femme. Elle n'est ni une aventurière inconsciente, ni une technicienne parfaite. Elle est une pilote de record, ambitieuse, expérimentée dans le pilotage, moins compétente dans certains domaines, capable de mobiliser des réseaux et prête à accepter des risques élevés. C'est précisément cette complexité qui rend son destin intéressant. Une héroïne sans erreur ne serait qu'une statue. Une célébrité sans exploit ne serait qu'une campagne publicitaire. Amelia Earhart se situe entre les deux, une personne réelle dont la vie a été transformée en symbole. Conclusion. Ce que nous pouvons réellement affirmer. Que s'est-il passé après 8h43 le 2 juillet 1937 ? Nous ne le savons pas. Nous pouvons affirmer qu'Amelia Earhart et Fred Noonan ont quitté l'AE à bord du Lockheed Electra, immatriculé NR16020. Nous pouvons affirmer qu'ils se dirigeaient vers Hollande,
qu'ils ont transmis plusieurs messages, que l'Itasca les a entendus sans établir de communication bilatérale stable et que le dernier message accepté indique une recherche le long d'une ligne de position. Nous pouvons affirmer qu'ils n'ont pas atteint Hollande. Nous pouvons affirmer qu'une recherche aérienne et maritime exceptionnelle n'a trouvé aucune trace vérifiée. Nous pouvons affirmer que les dossiers officiels disponibles ne contiennent pas de preuves décisives d'une capture ou d'une mission secrète. Nous pouvons dire que la chute en mer après épuisement du carburant reste l'explication la plus simple et la plus compatible avec les derniers messages. Nous devons ajouter qu'aucune épave identifiée ne la démontre. Nous pouvons dire que Nikumaroro constitue une hypothèse construite, appuyée sur une trajectoire possible, des signaux supposés, des restes humains perdus et des objets archéologiques. Nous devons ajouter qu'aucun de ces éléments ne relie définitivement Hirar à l'atoll. Nous pouvons dire que les récits de capture japonaises existent depuis longtemps. Nous devons ajouter qu'ils reposent principalement sur des témoignages tardifs et qu'aucun document authentifié ne les confirme. La phrase la plus honnête n'est donc pas « le mystère est résolu ». Elle ne l'est pas davantage dans l'autre sens, nous ne savons absolument rien. Nous savons beaucoup sur la préparation, le vol, les communications et les recherches. Nous ignorons les dernières minutes et le lieu final. Le mystère peut encore être résolu. Une épave portant des éléments identifiés. Elle fut une femme qui chercha sa voie, apprit à voler tardivement, transforma une première traversée comme passagère en carrière de pilote, franchit seule l'Atlantique, traversa seule une partie du Pacifique, défendit l'accès des femmes aux métiers techniques et tenta un tour du monde particulièrement difficile. Son dernier vol se termine dans le silence. Son œuvre, elle, est documentée. C'est peut-être là que se trouve la véritable conclusion, le mystère explique pourquoi son nom n'a jamais disparu. Les archives expliquent pourquoi ce nom mérite de rester. Ainsi s'achève l'histoire d'Amelia Earhart. Une histoire faite d'audace, de records, de liberté, mais également de questions auxquelles personne ne peut encore répondre avec certitude. Son dernier vol reste un mystère. Son influence, elle, ne fait aucun doute. Merci d'avoir suivi ce récit jusqu'à son terme. Nous espérons qu'il vous aura permis de mieux comprendre la femme qui se trouvait derrière la légende. Si vous appréciez ces histoires longues, documentées et racontées sans transformer les suppositions en vérité, vous pouvez vous abonner à Destins Extraordinaires. Nous vous retrouverons bientôt pour découvrir une nouvelle existence, une nouvelle époque et un autre destin hors du commun. À très bientôt.